Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Elon Musk est officiellement l'homme le plus riche au monde. Je vous l'avais dit en début d'année, je vous avais dit l'homme de l'année c'est Elon Musk et effectivement, bon voilà, je vais pas vous dire que je ne me suis pas trompé parce qu'il y avait quand même pas mal de signaux évidents, mais on voit bien que en fait Elon Musk aujourd'hui il est dans une phase incroyable. On a l'impression que rien, mais rien ne va l'arrêter. C'est-à-dire que les gens l'adorent, donc il est populaire auprès du grand public. Le gars, tout lui réussit. C'est très dur d'aller contre Elon Musk. Rappelez-vous Michael Burry qui disait « je vais shorter Tesla ». Beaucoup de gens se sont mangés l'année dernière. Ils ont shorté Tesla. Il y a eu des dizaines de milliards de dollars de short, c'est-à-dire de vendeurs à découvert sur Tesla. Et ces gens-là ont perdu énormément d'argent. Michael Burry, qui est quand même l'un des traders les plus médiatisés, je vais pas dire le meilleur trader, mais en tous les cas, il y a eu le film Le Big Short, et il y a eu beaucoup de pubs sur Michael Burry, et Michael Burry, bon, il a fait quand même des super trucs. Et il a dit cette année, bon, moi, je vais vendre Tesla, je suis vendeur sur Tesla, il a pris des options de vente. Je pense que là, il a dû se rétamer, Michael Burry, mais ça continue. Premier, l'homme le plus riche au monde. Jeff Bezos est numéro 2 avec 190 milliards. Elon Musk, 220 milliards de dollars. Et on peut même se poser la question, vu le rythme, et je vais revenir dessus juste après, vu le rythme avec lequel le patrimoine de Elon Musk augmente, est-ce que dans 1 an, 2 ans, il n'aura pas plus de 1000 milliards de dollars de patrimoine, ce qui serait juste un truc de ouf. On le voit ici dans le classement, le top 10 mondial, les Américains Trust, le top 10 mondial, il y a un Français, Bernard Arnault, bravo, et il a une fortune de 155 milliards de dollars. Merci LVMH, et on le voit bien, Bernard Arnault a capitalisé à fond sur finalement pourquoi Bernard Arnault est devenu aussi riche aussi rapidement, parce que les riches deviennent de plus en plus riches. Et Bernard Arnault, il a tout compris sur un plan business, parce qu'effectivement, qui sont les meilleurs clients? Ce sont les gens riches qui ont les moyens d'acheter. Et Bernard Arnault, il a tapé sur ce secteur. Alors, ce que je vais faire avec vous maintenant, c'est que je vais partager un site extrêmement intéressant, c'est celui de Bloomberg. Et vous voyez ici, c'est le Bloomberg Billionaire Index. Il y a les 500 hommes et femmes les plus riches au monde. Et là, vous voyez, Elon Musk, c'est numéro 1, Jeff Bezos numéro 2. Alors, pourquoi je vais cliquer ici? Parce que j'ai envie de vous montrer ça. Donc ça, c'est le patrimoine de Elon Musk sur 1 an. Et donc, en octobre 2020, non, ça c'est juin 2020, alors là, c'est octobre 2020, son patrimoine était de 100 milliards. Aujourd'hui, il a 220 milliards. Maintenant, on va faire vraiment une analyse très long terme du patrimoine de Elon Musk. Regardez ici. Là, c'est 2013. Patrimoine 7 milliards de dollars. Sachant qu'en 2008, Elon Musk était sur le point de faire faillite. Et il a été soutenu. J'avais fait une vidéo sur le sujet par le gouvernement américain. Donc ça c'est énorme parce que Elon Musk, il aurait peut-être jamais fait ça. Et puis là, vous voyez, il a 7 milliards de dollars. Puis en 2016, il a 9 milliards. Puis c'est gentil, 24 milliards en 2018. Puis là, vous voyez, là, c'est les shorts, ça c'est mars. Là, son patrimoine est toujours à 37 milliards. Mais en 1 an, son patrimoine passe de 30 milliards à 220 milliards. Regardez la hausse fulgurante de son patrimoine. C'est juste dingue. Mais on voit bien que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais derrière, Elon Musk, il a bien travaillé sa vision à long terme, etc., etc., etc. Et c'est la hausse la plus fulgurante dans le top 500 des milliardaires ou dans le top 10 des milliardaires. Quand on voit les autres, par exemple ici Jeff Bezos, vous verrez que ça va être beaucoup plus lent. Ça, c'est Jeff Bezos en 1 année, il n'y a rien. Il n'a pas changé. Par contre, en 2012, son patrimoine était de 21 milliards. Donc en
10 ans, son patrimoine a été multiplié par 10. Mais encore une fois, c'est ça ce qui est impressionnant avec Elon Musk, c'est que son patrimoine a été multiplié par 10 en l'espace de un an, quoi. C'est-à-dire, là, il valait encore, ici, ouais, on n'était pas loin des 20 milliards. Donc, ici, vous voyez, 20 milliards en 2019, voilà, 2019, décembre 2019, 25 milliards. Donc, il a été multiplié par 10 en un an. C'est ça ce qui est incroyable avec Elon Musk. Jeff Bezos, ça fait quand même des années, hein, et puis il était déjà costaud avant. Donc on voit bien que Jeff Bezos, il a galéré cette année, et ils sont concurrents les deux. Bernard Arnault, on va voir qu'il s'est bien enrichi durant la pandémie. Vous voyez ici, son patrimoine était de 88 milliards en mars 2020. Aujourd'hui, il est à 160, 150 milliards. Et sur le long terme, là, il avait un patrimoine de 30 milliards, donc il a été multiplié par plus de 5, d'accord, en 10 ans. Ce qui reste quand même assez impressionnant, puisque là, on parle pas de millions, on parle pas de centaines de milliers d'euros, on parle de milliards, d'accord. Et on voit que ces gens-là s'enrichissent de plus en plus. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais partager, donc je vais revenir sur ma présentation. Donc, on voit que les Américains, ils dominent, ils trustent le classement mondial des milliardaires, et qu'on a 9 milliardaires sur 10, hein, ici, Elon Musk américain, Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Page, Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Ellison, Steve Ballmer et Warren Buffett. C'est le dernier. Et il arrive, bon, il est diversified, mais on sait très bien que c'est un financier, c'est un investisseur. Et tous ces gens-là sont des entrepreneurs. Hein. Il faut pas, voilà. Il y a des traders dans le top 500, il y a des financiers dans le top 500, mais le top 9, ce sont des entrepreneurs. Et autre chose, autre remarque intéressante, c'est qu'on voit que par exemple, là c'est Google, Sergey Brin, il a 118 milliards, mais on a également Larry Page, 122 milliards. Donc à eux deux, d'accord, ils sont pas loin de Elon Musk, ils sont même un peu plus riches que Elon Musk. On a également Bill Gates, d'accord, 127 milliards, et Steve Ballmer, 105 milliards. Tous les deux sont de Microsoft. À eux deux, également, ils ne sont pas très loin de Elon Musk. Et puis, le dernier point, Microsoft, donc Bill Gates a divorcé. Jeff Bezos également, 2 divorces. Et bon, ça a un petit peu amputé leur patrimoine. Elon Musk également a divorcé, mais c'était avant. Hein, c'était avant que sa fortune n'explose. Donc, qu'est-ce qui explique ce changement mondial, ce changement dans le classement mondial des milliardaires? C'est très simple, c'est finalement la mise en bourse, hein, de SpaceX qui devient finalement une boîte valorisée à 100 milliards de dollars. C'est la deuxième licorne la plus importante au monde, et Elon Musk, on parle d'une participation de 50%. Donc effectivement, le fait qu'il ait une participation dans SpaceX explique l'explosion de son patrimoine. Elon Musk, cette année, son patrimoine a augmenté de 50 milliards de dollars. Aucun autre milliardaire n'a vu son patrimoine augmenter aussi vite. Alors, Elon Musk, j'avais déjà fait une vidéo très complète à son sujet. Je vous invite à la revoir. Mais Elon Musk, on le sait tous, hein, c'est un tueur. Alors, ce qui est intéressant également ici, c'est que Elon Musk, encore une fois, c'est une vraie success story à l'américaine. Elon Musk, c'est un immigré. Il vient d'Afrique du Sud. Il n'a pas eu une enfance facile. Sa mère... au départ, il est avec son papa. Donc, regardez la vidéo sur Elon Musk parce qu'elle est vraiment géniale. Il va au Canada, il fait des études, etc. Il hésite à un certain moment entre un doctorat et créer une boîte. Il crée une boîte. Ça se passe pas trop mal, etc. Mais ensuite, il prend la bosse du business. Et puis, le gars, c'est un génie. Pendant son enfance, il bossait, il lisait énormément. Il se faisait humilier par ses camarades de classe. Hein. C'est pas genre aujourd'hui, il fait beau gosse et compagnie. Mais à l'époque, c'était plus le gars qui prenait des coups dans la cour de récréation. D'ailleurs, je pense que tous les mecs qui sont là, dans le top 10, dans le top 10 mondial, ils se prenaient des coups dans la cour de récréation. Et aujourd'hui, c'est les hommes les plus riches au monde. Donc, c'est assez intéressant hein, de voir comment ils ont évolué. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est le travail. Hein. Les gars, ils bossaient dur. Ils ont tous fait de très bonnes études. Et s'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leurs études, ils sont tous passés par les meilleures écoles. Hein. Elon Musk, il a fait quand même de bonnes études. Jeff Bezos, Princeton. Bernard Arnault, Polytechnique.
on dit qu'il a pas, voilà, il a pas été jusqu'au bout, mais Polytechnique quand même. Bill Gates, Harvard, ensuite il a arrêté parce que voilà. Larry Page, je pense qu'il est passé, je connais pas, hein, donc voilà. Zuckerberg, Harvard. Je pense que Warren Buffett, il n'a pas été accepté à Harvard, mais il est passé par Columbia. Ils ont tous fait de bonnes études, ok? Donc Elon Musk, c'est un compétiteur, comme je le disais. Donc, c'est un acharné de travail. Il l'a dit dans plusieurs vidéos, etc. Il bosse 100 heures par semaine. Et c'est également quelqu'un qui, voilà, c'est un tueur en termes business. Et là, on le voit. Hein, je sais pas si vous vous rappelez de... donc, Jeff Bezos était l'homme le plus riche au monde. Et là, il y a un tweet de Jeff Bezos qui est super intéressant. Je vais le mettre sur un grand écran parce que là, ça mérite d'être mis en évidence. Donc, Jeff Bezos, il poste ça sur Twitter le 11 octobre 2021. Il dit, regardez, soyez ouverts, ne laissez personne vous dire qui vous êtes. C'est une des histoires qui illustre, voilà, this is just one of the many stories telling us all the ways we were going to fail. C'est-à-dire que c'est une histoire qui nous expliquait que nous allions perdre, que Amazon n'allait jamais devenir le succès que c'est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, Amazon est l'une des boîtes les plus, voilà, successful, les plus abouties, les plus réussies au monde et a révolutionné deux industries. Et ça, c'est la couverture du magazine Barron's. Et Barron's, c'est une institution aux États-Unis. Hein. C'est un magazine qui est très, très connu, très célèbre, très lu sur la finance. Que disait Barron's à l'époque? Il disait, the idea that Amazon CEO Jeff Bezos a créé un nouveau business, etc., est stupide. D'accord? Donc, pour eux, pour Barron's, Jeff Bezos n'a rien fait. Ça, c'est 99. Le 31 mai 1999. C'est juste un intermédiaire, un middleman. C'est juste un petit intermédiaire. Et le marché financier, la bourse, a commencé à constater ce fait. C'est-à-dire, ton action ne va rien valoir. The real winners on the net will be firms that sell their own products directly to customers. Donc, les vrais gagnants sur Internet seront les boîtes qui vont vendre directement leurs produits sur Internet. Et just look at what is happening at Sony, Dell and Bertelsmann. Regardez ce qui se passe avec Sony, Dell et Bertelsmann. Donc, Barron's disait que Jeff Bezos allait faire faillite et que c'était une bombe et que cette boîte allait faire faillite, qu'elle n'allait pas durer. Donc, le message de Jeff Bezos, il est très sympa, il est très positif, rien de méchant. Qu'a dit Elon Musk? Médaille d'argent. Et là, c'est énorme. Pourquoi? C'est énorme parce que, genre, en fait, on a l'impression d'être à la cour de récréation. Mais comme je vous le disais précédemment, c'est la compétition. C'est-à-dire que à un certain moment, ok, je suis d'accord, ça fait gamin, ça fait tout ce que vous voulez. Mais quand tu es entrepreneur ou quand tu es, moi je sais pas, par exemple sur YouTube, je veux qu'on ait 1 million d'abonnés, je veux qu'on explose le game, je veux que la TKL soit une école de ouf, d'accord? Donc j'ai cet esprit de compétition, je vais pas vous le cacher, pas vous dire ouais, tout le monde il est beau, tout le monde est, non, on veut être les meilleurs, point à la ligne. Et Elon Musk, il le dit, il n'y a pas d'ambiguïté, il dit voilà, je veux être le meilleur et médaille d'argent, Jeff Bezos, c'est gentil. Maintenant, ils sont en compétition, les deux. Hein. Il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que Jeff Bezos, il a envie également d'aller, voilà, de développer le tourisme commercial dans l'espace. Et Elon Musk, il est déjà en avance par rapport à Jeff Bezos. Donc, SpaceX a déjà transporté des astronautes vers la Station spatiale internationale dans le cadre d'un contrat avec la NASA. Blue Origins, qui est la boîte de Jeff Bezos, elle a effectué son premier vol habité dans l'espace cet été seulement. Et aujourd'hui, Blue Origins, ça vaut 1/10 de SpaceX, c'est-à-dire 10 milliards de dollars. Donc ça, c'est très intéressant. C'est la personnalité de Elon Musk, son parcours, son background, ce qu'il a réalisé. Et il est toujours dans cet esprit de compétition. Et je pense qu'encore une fois, c'est pas mauvais, d'accord? La compétition est une bonne chose. C'est-à-dire que si tu te reposes sur tes lauriers, t'es fini. D'accord? Quand tu veux intégrer une grande école, il y a des classes prépa. Alors bien sûr, l'idée c'est pas de considérer tes camarades comme des ennemis,
Mais l'idée, c'est d'essayer d'être une meilleure version de toi-même. C'est d'essayer de te dépasser. C'est d'essayer de donner le meilleur de toi-même. Quand on regarde un match de foot, qu'est-ce qu'on aime dans un match de foot? On aime que les gens, les sportifs donnent le max, qu'ils soient les meilleurs, qu'ils mouillent la chemise. Et même s'ils ne gagnent pas, on va les applaudir. Mais on préfère quand même qu'ils gagnent. D'accord? Regardez, moi, je sais pas, un exemple concret. Benzema. Benzema, il était détesté il y a quelques années. C'était la personne la plus détestée probablement de France. C'est incroyable. C'est-à-dire, on le traitait de tous les noms. Je vais pas vous refaire le truc. Et vous aviez tous les journalistes qui l'explosaient, etc. Pourquoi aujourd'hui, c'est l'inverse? C'est la lune de miel. Tout le monde l'adore. Tout le monde le kiffe. On parle de ballon d'or. Parce que le gars, il gagne. Il a amené la gagne. Parce qu'il est excellent. Et parce que il y a également, bien sûr, le facteur chance, hein, c'est-à-dire tu peux être excellent et ne pas avoir de chance et finalement on va te tomber dessus, d'accord? Mais si tu gagnes, tout le monde te kiffe. Et c'est ça le truc, c'est la société dans laquelle on vit malheureusement, on aime ceux qui gagnent, d'accord? Et si tu perds, tu peux être la meilleure personne au monde, on va te tomber dessus parce que tu as perdu. Si tu gagnes, voilà. Et puis, Benzema a appris également. C'est-à-dire que là, quand on le voit dans ses campagnes ou lorsqu'il parle à la presse, lorsqu'il s'adresse aux médias, il est beaucoup plus posé, il parle bien, on sent que il a beaucoup travaillé sur lui-même. Parce que, encore une fois, c'est un compétiteur et c'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs. Il a fait des conneries, il a dit des conneries, il aurait jamais dû les dire. Mais là, il s'est dit, OK, je veux être au meilleur niveau, j'ai 33 piges, et voilà, et ben bravo. Et c'est, encore une fois, la caractéristique d'un compétiteur. C'est quelqu'un qui toujours se remet en question, qui toujours s'améliore, qui toujours essaie de se dire, OK, de se remettre en question. D'accord? Parce que si Benzema était resté dans son logique de, ouais, ils sont méchants, ils me tapent dessus, parce que ceci, parce que cela, très bien. Mais aujourd'hui, il serait pas dans l'équipe de France. Et aujourd'hui, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il n'aurait pas eu finalement tous ces éloges. Par contre, il s'est remis en question. Il a vu qu'il a dit des conneries qu'il aurait jamais dû dire, qu'il devait rester dans le cadre du foot. C'est un sportif. C'est pas un homme politique. Alors, bien évidemment, il y a des sportifs qui ont fait de la politique. Mais ce que je veux dire, c'est que la meilleure manière de prouver ce que tu es, c'est sur le terrain et basta. Point à la ligne. T'es bon, prouve-le sur le terrain et arrête de blablater. Et c'est ça ce que voilà des entrepreneurs font. C'est sur le terrain, c'est-à-dire tu peux dire je suis le meilleur, etc. Prouve-le, d'accord? Et ce que l'on a constaté ces dernières années, c'est que finalement les plus riches n'ont fait que s'enrichir. Regardez ici, c'est 1989. Et là, c'est le patrimoine des top 1% aux États-Unis. Et on voit que ce patrimoine, il augmente. Et ça, c'est la classe moyenne, les 60%, d'accord? The middle 60% of all US households, donc 60% de tous les ménages ont vu leur patrimoine diminuer. Regardez ici, le patrimoine était quasiment à 40%. Aujourd'hui, vous avez 60% qui a un patrimoine équivalent à celui du 1%. Et encore une fois, on ne parle pas des plus pauvres, on parle des classes moyennes. Et donc, on voit un appauvrissement des classes moyennes et un enrichissement des plus riches, et c'est quelque chose d'assez impressionnant. La conclusion, vous la connaissez. Moi, mon avis, et je vais partager ça parce que ça va être sympa, moi, mon avis, je pense que c'est super important ce que je vais vous dire, donc écoutez bien les amis. Mon avis, c'est qu'il y a 3 catégories. Il y a la première catégorie, ce que l'on appelle les 99%. La deuxième catégorie, c'est les 1%. La troisième catégorie, c'est les 0,1% ou les 0,01%. D'accord? 99%, c'est les gens qui sont dans la rat race. Ils vont le rester toute leur vie. Et à un certain moment, bien évidemment, ils vont compter sur l'État, ils vont manifester, ils vont dire mais c'est injuste, mais c'est ceci, mais c'est cela. C'est pas logique. D'accord? Donc ça, c'est 99% de la population. Et toute leur vie, ils vont rester dans cette logique du métro boulot dodo et dans cette peur du lendemain. Et je ne dis pas que c'est bien. Je dis que c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Il y a des gens qui sont au top et il y a des gens qui subissent leur vie. Malheureusement, c'est comme ça. Je suis pas là à donner des leçons ou à juger. Ce n'est qu'un constat. La deuxième catégorie, ce sont les top 1%. C'est-à-dire les gens qui ont quand même les moyens, qui sont en dehors de la rat race, qui peuvent quitter la rat race, mais qui font pas partie, voilà, c'est pas les Elon Musk ou c'est pas les multimillionnaires. Et ça,
Encore une fois, par exemple en France, le patrimoine des 1% est de 2 millions d'euros. D'accord? Et ça, je voulais prouver. C'est possible de l'obtenir. Hein. J'en parle ici dans la masterclass tami.net/LFA. C'est possible de l'obtenir. Sauf que ça peut demander 20 ans, 30 ans. D'accord? Et beaucoup de gens qui sont là, dans le top 99%, ils veulent riches rapidement. Je veux devenir riche rapidement, je veux voilà, une formule miracle. D'accord? Et donc, ça va être le loto, ça va être les options binaires, ça va être je vais créer un business, ça va être le e-commerce, ça va être le trading. Mais ces personnes oublient, et je voulais montrer avec Elon Musk que tu peux avoir 10 ans avant d'exploser. Mais est-ce que tu vas tenir 10 ans? Est-ce que tu es capable de tenir 10 ans? D'accord? Mais il y a une autre manière de faire partie de ce top 1%, et elle n'est pas compliquée. C'est d'être un ISM, un investisseur stratège et millionnaire. Vous épargnez, vous évitez de dépenser votre argent n'importe comment, vous placez votre argent, vous apprenez l'investissement, ne confiez jamais votre argent à quelqu'un. Jamais au grand, jamais. Vous le faites vous-même. Personne ne doit gérer votre argent. Et je suis désolé. Alors bien évidemment, vous pouvez aller voir des conseillers financiers, vous pouvez poser des questions, pas de souci. Mais c'est votre argent. S'il vous plaît. Je vois trop de drames humains, trop de personnes qui font confiance à des gens et qui ensuite se ruinent. Ne le confiez à personne. Et là, le but de la TKL, c'est justement de vous apporter des connaissances solides sur l'investissement. Et enfin, on a les fous. Et je dis les fous parce que c'est les top 0,1%, top 0,01%. C'est très dur d'y arriver. C'est pas impossible, c'est très dur. C'est-à-dire que là, il va falloir bosser comme un acharné. Il va pas falloir compter ses heures. Il va pas falloir se dire, 35 heures par semaine. Et puis, je voyage dans le monde entier. Et puis, ma vie, elle est cool, etc. Non, non. Tu peux avoir des résultats de dingue et avoir une vie équilibrée. Moi, j'estime avoir une vie équilibrée et des résultats de dingue. D'accord? Mais je suis un putain de bosseur. Je suis désolé. Je suis pas là, voilà, tous les jours, je bosse. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret. Donc, à un certain moment, il faut savoir ce que vous voulez. Mais pour faire partie de cette catégorie de la population, il faut être un acharné de travail. Et donc, ça, n'importe qui peut l'obtenir. Ça, il faut sortir du lot. D'accord? Les concours, il y a 4%, 5% de réussite. Là, le 1%, c'est juste, voilà, t'as un salaire, tu épargnes, tu places ton argent, tu fais quelques tentatives. Pour aller au 0,1%, 0,01%, là, la compétition, elle est rude. Et là, il n'y a pas de cadeau et il n'y a pas genre le monde des bisounours. Il y a, est-ce que tu bosses comme un dingue? Est-ce que tu es capable d'apporter énormément de valeur? Ou est-ce que tu veux profiter de la vie? Ce qui est, je le dis, respectable. Mais il faut savoir ce qu'on veut. D'accord? Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, la conclusion, si vous voulez nous rejoindre, alors il y a deux choses. Agir, donc il y a un audiobook gratuit que je vous offre. Donc il suffit juste de taper tami.net/agir. Et il y a la masterclass, je vous invite à la regarder parce que c'est très très lourd sur la partie liberté financière, la partie investissement, les erreurs à ne pas faire, etc. C'est du très très lourd. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et si c'est le cas, un énorme pouce bleu. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao ciao.